Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être présent avec vous pour ce symposium lors du 25e congrès national de la Société marocaine de cardiologie. Alors évidemment, je dois probablement ma présence à une amitié très longue avec tous les protagonistes marocains, avec qui malheureusement on ne pourra pas se rencontrer physiquement, mais on est là par vidéo. Et puis bien sûr, je remercie également le laboratoire Bayer d'avoir organisé ce symposium. Alors c'est un symposium un peu particulier pour quelqu'un qui s'occupe de rythmologie, parce qu'évidemment, on va parler de fibrillation atriale, on va parler d'anticoagulants oraux directs, mais on va s'intéresser à une population un peu particulière qui est la population des patients diabétiques. Et j'aimerais vous inviter à une promenade, on va dire, dans ce que les anticoagulants oraux directs nous ont apporté ces dernières années, non seulement dans, bien sûr, la prévention des accidents emboliques de la fibrillation atriale, mais également dans une sorte de protection vasculaire. Et d'ailleurs, vous verrez qu'on abordera également le patient insuffisant rénal qui lui aussi a besoin d'être protégé sur le plan vasculaire. Alors d'abord, quand on regarde ce registre, qui est le registre REACH, qui est un registre qui s'intéressait au pronostic des patients qui ont une athérothrombose, eh bien, on se rend compte que, évidemment, la présence d'un diabète, vous avez ça ici en grisé, eh bien, la présence d'un diabète est un élément qui va jouer un rôle très péjoratif dans l'évolution de ces patients porteurs d'athérothrombose. Et on voit par exemple qu'en ce qui concerne les accidents vasculaires cérébraux non fatals, mais également en ce qui concerne la mortalité cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral, eh bien indiscutablement le fait d'avoir un diabète est quelque chose qui va augmenter le risque. Si on revient à la fibrillation atriale, on sait que le diabète fait partie du score de Schatz initialement, puis du score de Schatz-Vasque maintenant. Et vous voyez que quand on regarde ici ce registre qui a été publié en 2011 par Olezen et qui est extrêmement important puisqu'il valide le score de Schatz-Vasque, eh bien vous voyez que sur 121 000 patients qui avaient de la fibrillation atriale traités avec des anticoagulants, eh bien on a pour le diabète probablement l'élément qui a le rôle le plus péjoratif par rapport aux autres éléments du Schatz-Vasque. Vous voyez, quand on le compare avec le sexe féminin, quand on le compare avec l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle, bref, tous les éléments du Schatz-Vasque, bien vous voyez que c'est le diabète qui va jouer le rôle le plus péjoratif en termes d'accident thromboembolique au terme de ces 10 ans de suivi. Donc, le diabète est un marqueur très important de risque vasculaire de nos patients qui sont en fibrillation atriale. Et je vous rappelle que le risque vasculaire est vraiment au centre de la problématique de ces patients en fibrillation atriale. On sait maintenant que ce n'est pas d'être en fibrillation atriale ou de ne pas l'être à l'instant T qui va être à l'origine du risque d'accident vasculaire cérébral, c'est plus cette notion d'atriopathie. Et on peut l'étendre peut-être à cette notion d'atriovasculopathie avec ce diabète qui joue donc un rôle important en termes de pronostic vasculaire. Alors, dans les études pivot, les patients diabétiques sur les anticoagulants oraux directs, les patients diabétiques représentaient une proportion importante, bien sûr, de patients. Et vous voyez que c'est dans Rocket AF, l'étude qui s'est intéressée au rivaroxaban, qu'il y a le plus grand nombre de patients diabétiques. Il y a 40% de diabétiques dans Rocket AF, et ça s'explique peut-être par le fait que Rocket AF était l'étude qui avait la population la plus sévère en termes de score de Schatz, puisqu'à l'époque c'était le score de Schatz. Rocket AF imposait un score de Schatz élevé pour les patients. Vous voyez que le score de Schatz moyen était de 3,7 hein, et par conséquent, évidemment, pour les patients diabétiques, 3,7. Et par conséquent, évidemment, on retrouve dans cette étude plus de patients diabétiques que dans les autres études. Engage AF a également une proportion de patients qui est importante, qui sont diabétiques. Et quand on observe les résultats de Rocket AF et qu'on compare les patients diabétiques aux patients, quand on compare le risque des patients diabétiques qui reçoivent du rivaroxaban, ici en bleu, ou qui reçoivent de la warfarine, eh bien, vous voyez qu'en termes d'événements, qui sont ici les événements du critère majeur de
d'efficacité, eh bien, vous voyez qu'en termes d'événements, en termes d'accident vasculaire cérébral ou d'embolie systémique, on en a moins dans le groupe rivaroxaban. Et je m'intéresse ici uniquement aux patients qui sont porteurs d'un diabète. On a également moins de saignements et on a également moins d'hémorragie intracrânienne. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que même quand on prend la population finalement peut-être la plus exposée à un accident embolique parmi les patients qui ont de la fibrillation atriale non valvulaire, eh bien, on garde le bénéfice d'un anticoagulant oral direct, en l'occurrence ici du rivaroxaban. Vous voyez cela ici sous la forme d'une courbe. Vous avez ici la population de Rokataev, vous avez 40% de patients qui sont des patients diabétiques, et vous avez ici 4 courbes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 4 courbes? Ici, ce sont les presque 3000 patients qui étaient traités par rivaroxaban et qui étaient diabétiques. Ici, ce sont les patients qui sont diabétiques et qui sont traités par la warfarine, ici en très plein rouge. Ici, vous avez les patients non diabétiques qui étaient traités par rivaroxaban et non diabétiques qui étaient traités par la warfarine. Et vous vous rendez compte que le bénéfice qui est apporté ici chez les patients diabétiques par le rivaroxaban est vraiment extrêmement important. Quand on compare ces courbes, on voit une très très nette différence ici pour cette population et ça corrobore tout à fait ce qui était dit précédemment et c'est une raison pour ne pas hésiter bien sûr à étendre nos indications de rivaroxaban à ces patients-là, pas à l'étendre puisque c'est une indication bien sûr, mais à s'intéresser particulièrement à cette population de patients avec nos traitements. Vous voyez ici, quand les résultats sont présentés de façon numérique, que le bénéfice du rivaroxaban chez les patients diabétiques, en termes d'accident vasculaire cérébral ou d'embolie systémique, ici vous avez le hazard ratio des événements. Vous voyez que c'est moins 18% quand on compare le rivaroxaban à la warfarine, moins 18%. Et ici, c'est moins 8% dans la population non diabétique. Donc, vous voyez qu'on retrouve, il n'y a pas d'interaction, c'est-à-dire qu'on retrouve la même efficacité, voire même un petit peu plus, chez les patients diabétiques par rapport aux patients non diabétiques. Et quand on s'intéresse à la sécurité d'utilisation, on voit qu'ici, on est exactement à l'identité entre les accidents qui vont survenir sous rivaroxaban et ceux qui vont survenir sous warfarine. Et c'est exactement la même chose, ou même un petit peu plus d'accidents ici dans la population non diabétique, ce qui fait qu'il n'y a pas de différence significative entre le fait d'avoir un diabète ou de ne pas y en avoir, il n'y a pas d'interaction. Et pour les hémorragies intracrâniennes, on connaît le rôle protecteur des anticoagulants oraux directs. On retrouve ici moins 40% chez le patient diabétique et on retrouve ici moins 30% chez le patient non diabétique. Donc indiscutablement, peut-être que l'on voit là ce rôle protecteur vasculaire des anticoagulants oraux directs et en l'occurrence du rivaroxaban dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Quand on compare les études sur les AOD, on se rend compte que quand on s'intéresse aux patients qui ont un diabète, et qu'on s'intéresse à la mortalité cardiovasculaire ou aux autres types d'événements, eh bien c'est peut-être le rivaroxaban qui tire un petit peu la couverture à lui. On voit que le bénéfice apporté par le rivaroxaban à cette population est important. Et quand on le compare avec les autres, ici on retrouve un petit peu la même chose avec l'apixaban, mais on retrouve peut-être des résultats un petit peu moins bons avec le dabigatran, sachant qu'il y a deux posologies différentes. Mais en tous les cas, indiscutablement, ce qu'on vient de voir précédemment se retrouve dans les études avec rivaroxaban qui fait au moins aussi bien que l'apixaban, voire même un petit peu mieux sur certains aspects, en particulier la mortalité cardiovasculaire que vous voyez ici. Alors, c'est toujours la même chose, on se dit, il y a ces grandes études, ces études pivots, est-ce que c'est confirmé dans la vie réelle? Pour aller dans la vie réelle, il faut aller s'intéresser à de larges bases de données qui sont des bases de données administratives. Vous avez ici une base de données administrative qui s'intéresse aux patients qui ont un diabète là, encore une fois, on va s'intéresser aux patients qui reçoivent du rivaroxaban et à ceux qui reçoivent de la warfarine. Vous avez à peu près 5500 patients dans un groupe, 5500 patients dans l'autre. Alors, vous savez qu'on fait dans ce type d'études ce qu'on appelle des scores de propension pour que les patients soient comparables. Dans ces énormes databases, on peut faire de la propension sur beaucoup de paramètres et on se retrouve avec des populations qui sont comparables. Et qu'est-ce qui se passe? On retrouve finalement, comme toujours, et c'est ça qui est très intéressant, on retrouve comme toujours des courbes qui sont très voisine de ce qu'on a observé dans l'étude Princeps. Vous retrouvez ici
une protection par le rivaroxaban qui est un petit peu supérieure à celle de la warfarine. On voit que ça n'atteint pas la significativité la plupart du temps, mais en tout cas, on est toujours du bon côté. Ici, on est toujours du côté rivaroxaban pour les accidents vasculaires cérébraux, pour les accidents vasculaires cérébro-ischémiques, pour les accidents hémorragiques, pour les saignements. Alors, pour les saignements, on est toujours plus vers l'identité. Pour les hémorragies intracrâniennes, c'est là où on a le plus de bénéfices. Et pour les saignements gastro-intestinaux, vous voyez qu'on a à peu près l'identité. Donc, on retrouve dans ces larges databases ici c'est le marché américain, eh bien on retrouve, et sur de très longues périodes, 2011-2016, donc vous pouvez considérer qu'aussi, ici, il y a peut-être des patients chez lesquels on commençait à utiliser le rivaroxaban, on n'avait pas tellement l'habitude d'utiliser ce médicament. Il y a des patients qui reçoivent le rivaroxaban à faible dose, ça veut dire qu'il y a des patients qui ont probablement une fonction rénale qui impose d'utiliser le rivaroxaban à dose un peu plus faible, et on retrouve toujours les mêmes effets. Alors, cette histoire du risque vasculaire et des anticoagulants oraux directs, et plus particulièrement du rivaroxaban, elle est soulevée par deux études. Alors, ce sont deux études dont je n'ai pas trop l'habitude de parler. Il y a une première étude qui s'appelle l'étude COMPASS. Il s'agit de patients qui ont une atteinte vasculaire athéromateuse et qui vont recevoir soit du rivaroxaban 2,5 un matin et soir, en plus de l'aspirine qu'ils reçoivent normalement, soit du rivaroxaban 5 mg matin et soir, soit de l'aspirine 100 mg une fois par jour. Et cette étude a été interrompue parce qu'il y a eu une supériorité en termes de prévention de la mortalité, des accidents vasculaires cérébraux ou de l'infarctus du myocarde. Donc vous voyez qu'on est vraiment là en train de balayer un petit peu tout ce qui menace ce patient vasculaire, une supériorité de l'association rivaroxaban 2,5 x 2 plus aspirine. Alors bien sûr, ça va se payer par un petit peu plus de saignement, mais on a là probablement un agent qui a une vertu de protection vasculaire. Et plus récemment, il s'agit d'une publication qui est extrêmement récente. Vous avez ici donc une étude qui a été menée chez des patients qui avaient une atteinte vasculaire périphérique. Chez ces patients-là, on donne du rivaroxaban 2,5 deux fois par jour, plus de l'aspirine, ou bien tout simplement du rivaroxaban, pas de rivaroxaban, un placebo, pardon, plus de l'aspirine, c'est-à-dire uniquement de l'aspirine. Et là, l'endpoint auquel on va s'intéresser, c'est un endpoint qui va nous passionner parce que c'est un endpoint qui est vasculaire. On n'est plus en train de parler de nos histoires d'accidents vasculaires cérébraux uniquement. On va s'intéresser à l'ischémie de membres, on va s'intéresser aux amputations, on va s'intéresser aux infarctus du myocarde, on va s'intéresser aux accidents vasculaires cérébro-ischémiques ou à la mortalité cardiovasculaire. Donc, vous voyez que c'est un index composite qui est très large, qui est très ambitieux. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate une diminution importante. Vous voyez ici une grande significativité avec un odds ratio de moins 15, un hazard ratio de moins 15% pour le bras qui prenait du rivaroxaban 2,5 deux fois par jour, associé à l'aspirine, au lieu, bien sûr, de cette aspirine seule. Là aussi, il y aura un petit peu plus d'aliments, mais on est de toute façon en train de prouver que probablement le rivaroxaban joue un rôle dans la protection vasculaire des patients. Et donc, on ne sera pas surpris d'un certain nombre d'études qui ont été faites récemment, qui vont s'intéresser aux accidents majeurs sur le plan cardiovasculaire, mais également aux accidents majeurs sur le plan vasculaire des membres inférieurs, chez des patients qui ont de la fibrillation atriale et qui ont un diabète. Alors, vous avez ici une étude qui est encore une étude de cohorte. On va s'intéresser à une large base de données avec un nombre important de patients qui ont une fibrillation atriale non valvulaire, qui ont un diabète et qui vont recevoir du rivaroxaban entre 2012 et 2017. C'est intéressant parce qu'on va peut-être avec ça pouvoir valider le concept en population générale qu'on apporte avec le rivaroxaban quelque chose de plus à ces patients, non seulement en termes d'accident ischémique ou infarctus du myocarde, donc on est quand même sur du risque vasculaire, myocardique et cérébral, mais également en termes de risque vasculaire périphérique avec amputation ou besoin de revascularisation. Bien sûr, on s'intéressera aussi au saignement. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on est dans le bras rivaroxaban, donc ici nous sommes du côté du rivaroxaban, ici nous sommes du côté de la warfarine, eh bien, la protection vis-à-vis des accidents cardiaques est très nette, très significative.
La protection vis-à-vis des accidents vasculaires des membres est également très nette. Vous avez ici les événements, ici les amputations, ici la revascularisation endovasculaire, qui va, elle, être aussi très nette. Donc, on est en train de protéger nos patients de façon beaucoup plus globale avec ce rivaroxaban que uniquement cette protection cérébrale, uniquement entre guillemets, parce que la protection cérébrale, on est très content, évidemment, de l'obtenir. Alors, on va aller maintenant dans une population de patients qui sont encore plus graves que les diabétiques seuls. Ce sont les patients qui ont une insuffisance rénale et nombre de ces patients ont du diabète, puisque le diabète est une des causes les plus fréquentes d'insuffisance rénale terminale, comme vous le savez. C'est même ici sur ce graphique la cause la plus fréquente. Alors, on savait déjà à partir de la sous-étude de Roquette AF qui s'était intéressée aux patients qui avaient reçu la dose faible de rivaroxaban parce qu'ils avaient une cléarance de la créatinine, selon Cockcroft, qui était entre 30 et 49 minutes par rapport aux patients qui ont reçu la dose habituelle, la dose normale, puisqu'ils ont une cléarance de la créatine qui est supérieure à 50 minutes. Alors, il y avait ici 1500 patients, là, il y en avait plus, hein, bien sûr, mais enfin, il y avait quand même un nombre qui n'est absolument pas discutable. Et on retrouve, encore une fois, il n'y a pas de, finalement d'interaction, il n'y a pas de grosse différence quand on s'intéresse à accident vasculaire cérébral et embolie systémique, quand on y ajoute la mortalité d'origine vasculaire, quand on y ajoute l'infarctus du myocarde et la mortalité d'origine vasculaire, eh bien vous vous rendez compte qu'on retrouve des résultats tout à fait similaires en population insuffisante rénale par rapport à la population non insuffisante rénale. Et on voit ici que pour l'accident plus particulièrement ischémique, également pour accident hémorragique ou bien pour accident d'origine indéterminée, eh bien on retrouve toujours la même chose. Donc, on a l'impression que cette protection peut-être vasculaire, elle est réelle, quoi, et elle s'étend vraiment à l'ensemble de la population. Là, il n'y a pas réellement une atteinte vasculaire chez ces patients, mais il y a une atteinte rénale, et quand on a une atteinte rénale, la plupart du temps, on a une atteinte vasculaire. Alors, c'est très intéressant de regarder cette étude, qui est une étude de grande qualité, qui a été publiée dans le JACC par Yao, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'est du 2017. Il s'intéresse au devenir rénal de patients qui sont anticoagulés pour la fibrillation atriale. Alors, c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a bon nombre de patients qui ont un petit peu mal interprété les messages du début et qui ont cru que les nouveaux anticoagulants avaient pouvaient atteindre les reins de façon négative. Donc, bien souvent, on me dit, oui, vous me donnez ce médicament-là, mais est-ce que ça ne va pas me faire mal au rein? Bon, ils n'ont pas très bien compris. C'est plutôt l'inverse. C'est la fonction rénale qui va déterminer la posologie de ces traitements par le biais donc, de l'élimination de ces traitements. Mais on peut quand même se poser la question de savoir ce que devient la fonction rénale de patients qui sont traités pour fibrillation atriale par les anticoagulants. Eh bien, on se rend compte que quand on s'intéresse plus particulièrement à la population des patients qui ont reçu du rivaroxaban, parce que dans cette étude, il y a tous les AOD et la warfarine, eh bien, on se rend compte que l'évolution défavorable de la fonction rénale chez les patients qui reçoivent du rivaroxaban, eh bien, elle est bien moindre par rapport à ce qu'on observe avec la warfarine. C'est vrai quand on s'intéresse à plus de 30% de diminution de la filtration glomérulaire, quand on s'intéresse au doublement de la créatinine, quand on s'intéresse aux événements rénaux aigus, ou bien quand on s'intéresse à l'insuffisance rénale. Alors, il n'y a pas énormément de patients, hein, on va voir le nombre de patients global de la cohorte, il n'y a pas énormément, fort heureusement, qui ont ce genre d'événement, mais on se rend compte que c'est moins fréquent hein, quand on prend du rivaroxaban, quand on prend de la warfarine. Et l'idée très intéressante qui est illustrée par les auteurs dans ce papier, c'est que, on sait, avec la warfarine, on va avoir un certain nombre d'éléments qui sont quand même défavorables pour la fonction rénale. D'une part, on va avoir les calcifications et l'atteinte directe du parenchyme rénal, la calcification vasculaire et l'atteinte directe du parenchyme rénal. D'autre part, la protection rénale, eh bien, par le biais d'un certain nombre d'éléments sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, on ne va pas l'avoir tout ça avec les anticoagulants de type antivitamine K, alors qu'on a, et on retrouve même ici un effet anti-inflammatoire pour les anti-10, on a cela avec le rivaroxaban par exemple, et vous voyez ici que ça nous explique pourquoi on va avoir beaucoup moins d'événements dont on a parlé tout à l'heure avec le rivaroxaban par rapport à la warfarine.
Et quand on s'intéresse à l'ensemble des AOD qui ont été étudiés dans ce travail, on se rend compte que ils font tous mieux que la warfarine, mais le rivaroxaban est vraiment assez intéressant. Hein. Vous voyez que il arrive à modifier finalement ces paramètres de façon très très favorable par rapport aux autres AOD. Apixaban, vous voyez, à un degré finalement bien moindre quand on le compare avec les antivitamines K, un degré bien moindre d'évolution favorable de la fonction rénale et des événements rénaux, et c'est finalement le dabigatran et le rivaroxaban qui font jeu égal là-dessus. Alors je ne vous rappellerai pas le problème de la calciphylaxie, qui est évidemment le problème que l'on connaît avec les antivitamines K. On sait qu'ils favorisent énormément cette calciphylaxie, qui est un phénomène d'artériolothrombose au niveau des reins, et évidemment, ça joue un rôle très important dans la dégradation de la fonction rénale, mais ils ont également une atteinte directe du parenchyme rénal non vasculaire. Alors, cette atteinte donc, de cette calciphylaxie, elle s'explique par le fait que les antivitamines K par le fait que la vitamine K elle-même s'oppose à, ou plutôt favorise, pardon, la vitamine K favorise la carboxylation d'une protéine qui est une protéine matricielle. Et cette carboxylation, bien sûr, qui, sous l'effet des antivitamines K, va devenir impossible, va empêcher cette protéine de devenir active et par conséquent d'inhiber la calcification vasculaire. Donc il y a réellement, là on le sait avec les antivitamines K, une action qui est très favorisante de cette calciphylaxie avec la calcification de la média et les phénomènes de thrombose artériolaire qui sont extrêmement délétères. Ce qui fait d'ailleurs que dans les guidelines 2019, il semble que les antivitamines K, c'est ce qu'ils disent, qu'avec le temps, les antivitamines K sont associées à un risque moindre d'événements rénaux que la warfarine et pas les antivitamines K, pardon, les AOD sont associés à un risque moindre que les antivitamines K d'événements rénaux. Je terminerai avec ce travail qui s'intéresse aux patients qui est là aussi donc une étude de cohorte. Ce sont des patients qui ont une fibrillation atriale non valvulaire, qui ont un diabète, et chez lesquels il va y avoir un traitement anticoagulant qui va être initié récemment, soit par rivaroxaban, soit par warfarine. Et là encore, on est sur une longue période, 2011-2017. Et à quoi va-t-on s'intéresser? Eh bien, on va s'intéresser à des événements rénaux, soit des atteintes rénales aiguës, soit le passage en insuffisance rénale terminale. Alors, c'est une cohorte, bien sûr, avec un ajustement, avec également un score de propension pour pouvoir avoir des patients qui sont tout à fait comparables. Et vous voyez que vraiment, les résultats sont sans appel. Il y a une très, très nette supériorité du rivaroxaban et ceci par rapport bien sûr aux antivitamines K. Alors, je terminerai avec les critères de réduction de dose des AOD. Les critères de réduction de dose des AOD, vous les connaissez bien sûr. Vous savez qu'en dessous de 15 minutes, il ne faut pas les donner. Tout au moins, il n'y a pas d'AMM dans nos pays pour ça. Vous savez qu'entre 15 et 30 minutes, on peut donner les anti-10, mais pas l'anti-2. Et vous savez que, bien sûr, entre 30 et 50 minutes, il faut diminuer, il faut adapter nos posologies de rivaroxaban, par exemple, alors que ici, on adaptera la posologie d'apixaban sur des critères qui sont des critères un petit peu plus compliqués, ou bien si on est entre 15 et 30 minutes. Je ne reviendrai pas sur les doxavants et je ne parlerai pas non plus du dabigatran parce que ce n'est pas trop le propos ici, on s'intéresse plutôt aux anti-10. Eh bien, la question qui se pose, c'est est-ce que quand on utilise les médicaments à dose plus faible, parce que nos patients ont un certain degré d'insuffisance rénale, donc là, ce n'est pas le médicament qui a interagi avec la fonction rénale, c'est j'utilise mon médicament à dose plus faible, et il y a un certain nombre de patients qui vont recevoir ce médicament à dose plus faible dans notre pratique courante, est-ce que je conserve une efficacité? Eh bien, on se rend compte dans cette énorme database danoise qui a été publiée en 2017 par Nielsen, c'est tout
c'est la population du Danemark qui est rentrée dans cette énorme database, eh bien, on constate que le bénéfice qui est le bénéfice des AOD est retrouvé avec la faible dose de rivaroxaban, et retrouvé aussi quand on utilise les faibles doses d'abigatran. Par contre, c'est peut-être un petit peu moins net quand on utilise les faibles doses d'apixaban, comme vous le voyez ici. Ici, c'était accident ischémique ou embolie systémique. Ici, c'était accident ischémique seul. Et quand on s'intéresse au saignement, on se rend compte également qu'on retrouve, quand on utilise la faible dose, une sécurité d'utilisation qui est tout à fait satisfaisante, peut-être un petit peu moindre ici avec le rivaroxaban, mais vous voyez que ça n'atteint pas la significativité. Donc on a des médicaments qui, même à faible dose, nous permettent d'être toujours aussi efficaces avec une sécurité importante. Et la sécurité importante, elle est très, très importante à considérer chez ces patients-là, parce que ces patients sont les patients les plus graves. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait une sécurité un peu plus difficile à mettre en évidence, parce que ce sont les patients les plus graves chez lesquels on réduit la dose. Voilà, donc je terminerai en disant que les AOD nous ont ouvert une nouvelle ère dans l'anticoagulation de la fibrillation atriale. Ça, c'est évident. Mais aujourd'hui, avec Compass, avec Voyager, et puis avec tout ce que je vous ai montré sur les patients diabétiques, puis ensuite les patients insuffisants rénaux, qui sont d'ailleurs souvent des patients diabétiques, on se rend compte qu'il y a probablement une action un petit peu plus pléiomorphe de cette classe médicamenteuse des anti-10, avec une action qui s'étend aux patients vasculaires en général. La fonction rénale est préservée, très important, ne pas confondre le fait qu'il faut adapter la posologie sur la fonction rénale avec le fait qu'il puisse avoir une certaine toxicité rénale. Ce n'est pas le cas, ils n'ont pas de toxicité rénale. Et si on les compare aux AVK, évidemment, c'est très favorable pour les anticoagulants oraux directs. Et l'adaptation de dose ne fait perdre ni bénéfice, ni sécurité à l'usage de ces AOD. Et on l'a vu clairement sur cette cohorte danoise. Je vous remercie.